Ah, la lettre à Alain Juppé que j'ai écrite en 96, c'était parce que Alain Juppé, alors Premier ministre, était un ancien condisciple d'Hippocagne et de Kahn et Louis-le-Grand. Je l'ai bien connu. Disons qu'avant tout le monde, j'ai connu le Alain Juppé droit dans ses bottes et premier de la classe. Parce qu'il était vraiment le premier de la classe. Et en même temps, il avait cette raideur scolaire et un peu intimidante et un peu, je dirais, peu négociable avec nous. C'est-à-dire que Juppé nous impressionnait, mais il n'était le bon camarade de personne. Alors, dans les événements de 96, 95, 96, des grandes grèves qui ont marqué l'automne 95, et moi j'ai écrit ma lettre, je me rappelle, en décembre, janvier 96, j'avais au moins un truc à lui dire où je pouvais un peu me flatter d'avoir, comment dire, une autre vision peut-être un peu meilleure que la sienne. Je lui disais, mais tu confonds, parce que c'était au moment où les manifestants criaient négociation, négociation. Et Juppé leur répondait explication, explication. C'est-à-dire qu'il justifiait sa loi en l'expliquant mieux, en disant il y a un problème de communication. C'est-à-dire vous n'avez pas compris ce que je vais à vous dire. Donc revoici l'explication. Il leur versait plus de la même chose. Et les gens dans la rue, bien sûr, regimbaient d'autant plus que Juppé n'entendait pas le vif de la demande. Il avait une vision descendante de la politique, une vision où un peu scolaire, où le chef d'État ou de gouvernement était en position d'avoir à expliquer des mesures et les autres, bien sûr, d'avoir à les appliquer ou à les enregistrer comme de bons élèves apprennent leurs leçons. C'est une conscience que la raison est distribuée et non pas incarnée dans le chef. Et que la raison étant distribuée, eh bien, seule une forme minimale de participation et de communication horizontale peut faire émerger des solutions authentiquement politiques. Et que tant que c'est descendant, le message ne passe pas, il passera de moins en moins, parce que notre appareil médiatique, justement, est façonné aujourd'hui comme en archipel, en émiettement, en fragmentation. Et donc, la multiplication des mondes propres et des communautés d'interprétation des messages venus d'en haut fait qu'un message a de moins en moins de chances d'arriver dans la tête des gens de la même façon pour tous. Et donc, le fantasme du bien commun et du one best way est évidemment caduque ou relève d'un âge peut-être Louis XIVien ou napoléonien de la gouvernance. Néanmoins, c'est très très difficile de traiter médiatiquement le trauma, ce l'est encore plus sans doute au niveau gouvernemental. Par exemple, quelle est la prévention, quelle est la meilleure façon d'éviter que ça se reproduise, quelles sont les bonnes décisions à prendre. C'est très difficile et face à un tel ennemi. Donc nous sommes confrontés là à certaines limites de l'art de conduire aujourd'hui une décision politique dans un ensemble aussi mouvant et complexe que notre actualité ou notre monde, si fracturé et si inégalitaire. On ne s'en tirera pas avec on ne dira pas que ce sont de simples problèmes de communication. Entre les terroristes et nous, il n'y a pas de problème de communication. Entre les gens qui nous haïssent et nous qui les méprisons ou qui les traitons en effet de barbares, ce n'est pas un problème de communication. Donc il ne faut pas tout ramener à la communication. Il y a la guerre qui est bien sûr beaucoup plus grave et qui échappe à notre sphère proprement dite des Sikhs, même si la communication, ça peut être défini aussi comme la guerre portée dans la sphère sémiotique ou la sphère des signes. La communication n'échappe pas à la guerre, les médias se font la guerre, mais c'est une guerre de signes, c'est une guerre à minima, c'est une guerre légère. Parfois, l'actualité nous rattrape et nous vivons la vraie guerre. Aujourd'hui, il y aurait des choses à dire sur le rôle que François Hollande joue dans le traitement traumatique des attentats. Il est clair que son costume de chef de guerre et sa position de père de la nation avec les drapeaux, avec l'hommage aux morts, avec cette couverture compassionnelle, lui va bien, et va bien en général à un chef d'État. Et je dirais que ce sont des moments sinon de grâce, ce serait presque obscène de parler d'état de grâce alors qu'il y a des attentats, bien sûr, et que nous vivons dans l'onde de choc des attentats. Mais enfin, incontestablement, cela peut rassembler la nation, donc faire du bien au pouvoir en place qui voit la situation lui échapper et qui voit les gens s'apprêter à voter massivement contre lui. Donc il y a actuellement peut-être une meilleure écoute des uns vis-à-vis des autres et un moment d'émotion qui rend le
le corps social moins fracturé que habituellement. Mais enfin, on sait combien ces États sont fragiles, sont métastables, comme on dit en théorie de la communication, à quel point tout cela est aléatoire et pour le coup plein de random, plein de hasard. Nous étions partis de cette notion. Il y a énormément de hasard. Alors les attentats sont un hasard, et un hasard qui peut servir paradoxalement tel chef d'État dans telle équation électorale ou passe politique difficile pour lui.